Nous irons à la découverte du centre culturel Blaise Senghor. Il accueille depuis 1972 des artistes et passionnés de culture. Blaise Senghor, dont il porte le nom, est un grand cinéaste pionnier de l'immortalisation du grand Magal de Touba. Bienvenue à tous. Le chef de l'État est à Abuja depuis hier soir. Le président Macky Sall prend part depuis ce matin au sommet extraordinaire de la CEDEAO. À Abuja, les chefs d'État et de gouvernement se penchent sur la situation politique et sécuritaire et diplomatique dans l'espace CEDEAO. Retour sur l'arrivée du chef de l'État qui a fait escale à Bissau avant de poursuivre son chemin en compagnie du président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo. Envoyé spéciaux à Abuja, El Malick Niang et Pabiram Biguignaï. Escale à Bissau, accueil du président Umaro Sissoko Embalo. Retrouvailles entre deux chefs d'État, dont l'amitié est le symbole d'une vision. La vision d'une politique étrangère du président Macky Sall, basée notamment sur une diplomatie de bon voisinage. C'est l'esprit du craton diplomatique. Les deux hommes voyagent à bord du même avion, direction Abuja. Ici, à Abuja, les chefs d'État et de gouvernement se retrouvent pour se pencher sur les crises sécuritaires et diplomatiques dans l'espace communautaire. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ayant décidé de se retirer de la CEDEAO, les dirigeants se réunissent pour examiner la situation. À Abuja, le président Macky Sall a été accueilli avec tous les honneurs. By Gas Brigade Nigerian Army. Entre honneur militaire et marque d'attention due à son rang, le chef de l'État entame donc un bref séjour au Nigeria, séjour qui prend fin à l'issue du sommet d'Abuja. Retour à Dakar, pèlerinage au lieu saint de l'islam édition 2024. Le Sénégal veut relever le défi d'une opération exemplaire. Le Premier ministre a présidé un conseil interministériel tenu au ministère des Affaires étrangères. Les inscriptions ont été prolongées et le prix du package dévoilé, il est fixé à 4 300 000 francs CFA. Avec un quota de 12 860 pèlerins, le Sénégal vise un Hajj dans les meilleures conditions possibles. Première mesure à l'issue de ce conseil interministériel consacré à la question, le prolongement au 15 mars des délais d'inscription. Deuxième mesure, le prix du package qui est fixé à 4 300 000 francs CFA. Notre pays accorde une valeur particulière à ce pilier de l'islam et à l'accomplissement de ce devoir religieux. En tant que gouvernement, il est de notre devoir de veiller à ce que nos concitoyens puissent entreprendre ce voyage dans les meilleures conditions de sécurité, de confort et de sérénité. Le gouvernement a mobilisé l'ensemble des services impliqués dans le processus pour des réponses aux questions des voyagistes et des consuméristes. Le ministère des Affaires étrangères fait le point. La Direction générale pour le pèlerinage a proposé le calendrier ci-après. Les opérations de paiement à partir de février 2024, les procédures de visa jusqu'en mars 2024, la clôture des opérations le 29 avril 2024, les départs des pèlerins le 27 mai 2024 et le retour des pèlerins le 22 juin 2024. Concernant la restauration, l'option de confier cette tâche à des traiteurs sénégalais a été retenue. Les ministères de la Santé, des Transports aériens, de l'Intérieur sont aussi en ordre de bataille. Et le pèlerinage est prévu pour le mois de juin. Donc nous aurons donc un certain temps où les pèlerins, parfois qui souffrent de maladies chroniques, ne seront pas revus par les médecins agréés. De toute façon, nous continuons naturellement la sensibilisation pour qu'en cas de problème, ces pèlerins puissent aller quand même voir le médecin, en tout cas, ou un professionnel de santé. Dès le début du mois de novembre 2023, mon département a initié une série de réunions préparatoires avec toutes les parties prenantes. Ainsi,
Les questions relatives au transport par Air Sénégal des 50% du quota de pèlerins du Sénégal, à l'amélioration des conditions d'embarquement et de débarquement des pèlerins, ainsi qu'au maintien d'un niveau élevé de sécurité et de sûreté, sont des préoccupations qui ont fait l'objet de plusieurs rencontres et réflexions au niveau du département. À tous, le Premier ministre recommande une parfaite prise en charge des mesures appropriées. La première recommandation, il est demandé au ministère des Affaires étrangères de veiller au respect des délais prévus pour le début et la clôture des inscriptions. Donc, ce sera au 15 mars. Il prendra les dispositions nécessaires pour faciliter toutes les opérations d'enrôlement des pèlerins. La seconde recommandation est destinée aussi au ministère des Affaires étrangères qui prendra les dispositions utiles de concert avec les voyagistes privés en mettant un accent particulier sur le transport, l'hébergement et la restauration. Quatrièmement, le ministre des Finances prendra les dispositions appropriées pour finaliser la procédure de mise en compétition des banques en vue d'obtenir le taux de conversion fixe du rial. Il prendra les mesures diligentes pour mobiliser à temps les ressources destinées au pèlerinage. Le Conseil interministériel a permis de faire une revue complète des préoccupations. Le départ des pèlerins devrait démarrer à partir du 27 mai avec un pavillon national qui veut jouer une pleine partition. Reportage Carême. À présent, 40 jours de pénitence et de dévotion au-delà du traditionnel chemin de croix célébré chaque vendredi. La paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff, par exemple, propose diverses activités d'adoration. L'objectif est de soutenir les fidèles dans leur cheminement spirituel durant cette période. C'est un reportage signé Mbarandjaï et Amadou Diallo. Paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff. Il est 13h. Les fidèles chrétiens sont venus nombreux assister au chemin de croix du vendredi. Vivre avec ferveur le temps du carême, tel semble être l'objectif que se sont donnés ces derniers. Le carême chrétien, c'est une marche qu'on appelle marche vers la montée de Pâques. Chaque jour, on pose une action pour essayer de se purifier et d'arriver le jour de Pâques en se disant j'ai gravi les montagnes, j'ai gravi des difficultés pour pouvoir faire pénitence et arriver avec un cœur beaucoup plus propre vers mon Seigneur. Ça m'aide à mieux vivre ma foi dans le Christ. C'est avec plaisir que je le fasse. En ce moment de dévotion, les curés sont chargés d'accompagner les fidèles dans ce cheminement spirituel. Dans ce sens, des initiatives sont prises pour animer la vie paroissiale. Le carême est un temps fort. Disons que les offices sont multipliés. Il n'y a pas que la messe, mais il y a des prières, surtout le chemin de croix que nous tenons dans les différents quartiers. Et puis aussi à l'église mère, ici à Saint-Paul de Grand-Yoff, pour en invitant les fidèles à y assister. Et vous voyez, l'assistance a été nombreuse. En dehors de cela, les initiatives que nous prenons sont des récollections que nous faisons ici et là. Il y a des groupes d'apostolats qui font des récollections à part. Il y a aussi le doyenné dans l'ensemble qui, la semaine dernière, a tenu une récollection à Saint-Dame-des-Anges à Ouakam. Dans l'ensemble, ce sont ces manifestations religieuses qui sont tenues pendant ce carême. Dans la paroisse, les 40 jours avant Pâques sont l'occasion d'apprendre ensemble à renforcer la prière, un pilier essentiel du carême. La prière, elle est importante et puis elle est renforcée pendant le carême. Ce n'est pas seulement une demande, mais aussi une louange, une action de grâce pour Dieu dès que nous tenons la vie, la croissance et l'être. Ce qui est demandé, c'est un effort. Et chacun choisit l'effort. Il y a l'effort commun que tout le monde a l'habitude de faire, c'est de ne pas manger et de ne pas boire durant toute la journée. Mais il faut y rajouter d'autres efforts personnels, qui sont des efforts de piété spirituelle, comme la prière, comme l'aumône, comme la charité. Le carême est le moment favorable pour intensifier la vie de l'esprit grâce aux piliers sacrés tels que le jeûne, la prière
et l'aumône. De nombreuses activités d'adoration dans les paroisses permettent de vivre pleinement cette période de dévotion. Améliorer les conditions de vie des réfugiés et des migrants, c'est la mission du point d'accueil pour les réfugiés et les migrants Paris. Ce service dirigé par les sœurs maristes reçoit et aide ces ressortissants africains à se relever. Le point avec Anaïs Mané-Badian. Point d'accueil pour les réfugiés et les immigrés. Le Paris, un des services de Caritas Sénégal, améliore les conditions de vie des migrants. Le réfugié est d'abord accueilli et quand tu es accueilli, on fait l'entretien avec toi et on essaie de voir les besoins de ces gens-là. Ça peut aller du logement, de la nourriture, du vêtement, ou bien du logement, ou bien des activités génératrices de revenus. En les formant en perlage, ça peut les aider pour qu'elles puissent gagner leur vie. On sait que ce n'est pas facile, mais ce sont des dames qui sont vraiment très vaillantes et se battent très bien. Oui, il y a aussi des hommes. On a plus d'hommes que de femmes. Parce qu'il y a des migrants qui sont venus en pensant vraiment qu'ils peuvent passer par le Sénégal et continuer leur chemin et qui sont coincés ici et qui viennent vers nous. Tous, ce sont de l'Afrique. Le Paris reçoit quotidiennement 20 à 40 migrants venus d'Afrique. Parce que pour être réfugié, il faut avoir les papiers. Et quand ils arrivent, ce sont des demandeurs d'asile qui arrivent, qui n'ont pas encore les papiers. Quand on fait les kits alimentaires, on peut se retrouver avec 40 personnes par jour. Mais quand on ne fait pas kit alimentaire, 15-20 personnes par jour. Ces réfugiés ou migrants se disent soulagés et rassurés par l'accompagnement des sœurs maristes. Ces dernières aident ces hommes et ces femmes africains à se relever. Aujourd'hui, Caritas, il a fait beaucoup de choses dans ma vie, par exemple, santé pour mes enfants, école, études. Tout ce que Caritas a fait à moi, je suis très reconnaissant. On les aide à s'installer parce que ici, comme vous le savez, ici à la Caritas, on ne fait pas de distinction. Pour nous, c'est l'homme qui est debout là. Il n'y a pas de musulmans, ni de chrétiens, ni d'athées. C'est la personne d'abord. Nous, c'est la personne. C'est pour essayer d'aider la personne à se remettre debout. Et c'est ce que nous faisons. Quand ils viennent, tout est gratuit. Tout est gratuit. Même si on les fait des petits financements, des tout petits projets, c'est pour les aider à se relever. Je suis sierra-léonaise. Je suis arrivée au Sénégal en 2012 en provenance de la Gambie, où mon mari avait des problèmes. On nous a indiqué Caritas, mais je ne regrette pas. Ils nous ont vraiment aidés en logement et en formation. Maintenant, je fais des sacs en perles que je revends. Je vends aussi des beignets et des fatayas. Les sœurs maristes continuent ainsi de recevoir, vêtir et loger ces réfugiés ou migrants. Une assistance qui leur permet de vivre en toute quiétude au pays de la Teranga. Parlons à présent du Black History Month, un voyage à travers le temps dédié à l'honneur et à la reconnaissance des contributions inestimables de la diaspora africaine et d'initiatives américaines à phénomène mondial. Ce mois s'érige en pilier de mémoire et de fierté contre l'oubli et pour la justice. Une série d'activités dont des projections de films documentaires afro-américains suivis de débats ont été organisées pour ce Black History Month ou le mois de l'histoire des Noirs. Le Noir, qui a longtemps subi des injustices et une discrimination à cause de la couleur de sa peau. Un long chemin parsemé d'embûches. Les pages glorieuses de l'histoire d'un pays quelconque s'écrivent avec le sang des morts. Et il y a eu beaucoup de Noirs qui se sont sacrifiés pour se libérer de l'esclavage, qui se sont sacrifiés pour avoir l'émancipation. Mais vous le savez, être émancipé, vous n'êtes plus esclave et vous n'avez aucune profession. Vous migrez vers le nord pour être portier dans un hôtel ou ciré de chaussures, ce n'est pas suffisant. Il faut continuer, que vous ayez les droits de vote, les civil rights, les droits civiques, et que vous ayez aussi accès à l'éducation. Depuis l'abolition de la ségrégation raciale, il y a eu beaucoup d'acquis. Toutefois, il reste des choses à parfaire. Barack Obama, en 2008, beaucoup de gens pensaient qu'on était entré dans une ère post-raciale, mais on se rend compte que ce n'est pas vraiment le cas. Vous voyez, donc, le racisme est devenu plus systémique, plus structurel,
Et je pense que c'est des subtilités qu'il y a lieu d'étudier et d'approfondir un peu. Le noir reste le noir. Et même le mouvement Black Lives Matter qui est né aux États-Unis a fait le tour du monde après. Vous avez vu qu'en Angleterre, au Brésil, où il y a des noirs, il y a pas mal de pays à travers le monde, même en Inde où il y a des noirs. Le noir doit s'affirmer afin de regagner sa place dans le monde et lutter contre l'oubli. Moi, je crois que la première liste, c'est que les Noirs ne se sentent pas, comme on dit en américain, to be beaten by the system. Il faut qu'ils refusent d'être défaits par le système. Il faut qu'ils refusent la victoire du système. Le Black History Month a été officiellement lancé pour la première fois aux États-Unis en 1976 par le président américain Gerald Ford. D'autres pays ont suivi, tels que le Royaume-Uni en 1987 et le Canada en 1995. Le Black History Month, un mois initié pour lutter contre l'oubli. Et nous en venons à présent au Journal des régions. Et pour démarrer cette deuxième partie, une collaboration inédite sur les planches du théâtre Daniel Sorano. Elle a réuni artistes sénégalais et australiens. L'initiative est de Lamine Sonko, un acteur culturel sénégalais installé à Melbourne depuis 20 ans. La pièce Géwël nous plonge dans la tradition de 3 ethnies dont il s'inspire. Mansour Dieng et Moussa Mané pour le compte-rendu. Une œuvre alliant l'audiovisuel, les masques, le chant et la danse. Intitulée Géwël, elle est une création multidimensionnelle qui dévoile un aspect de notre culture dont les griots sont les gardiens. Le griot a un rôle multiple dans la société. Il existe un message caché à travers les rythmes et les chants joués. C'est cela que nous voulons partager de par le monde grâce à cette pièce, rappelant ainsi que l'Afrique est le berceau de l'humanité et le rôle essentiel que le griot joue dans la délivrance de ce message. Basé en Australie depuis 2004, l'artiste considère cette présentation comme une sorte de retour aux sources. Des hommes de culture de grande expérience nous ont accompagnés dans ce projet. Et j'ai tenu à revenir au Sénégal pour une première présentation avant même l'Australie. Le Théâtre national Daniel Sorano ne pouvait être un lieu mieux indiqué, endroit qui regorge plusieurs talents. Le directeur de la compagnie théâtrale s'est dit satisfait d'une telle collaboration. Il y a de bonne volonté des gens qui sont conscients de la force de notre culture qui doit être un véhicule de transmission de valeurs. C'est l'occasion de magnifier ce partenariat-là qui a porté ses fruits aujourd'hui à travers la pièce qu'on a suivie tout à l'heure. Cette performance portée uniquement par des danseurs et des instrumentalistes plonge le spectateur dans la cosmogonie sénégalaise. Les aînés nous enseignent qu'on doit se connecter avec la nature, le monde des esprits et le cosmos. Ils forment le chiffre 3 qui est sacré dans notre culture. Il renvoie à la connaissance par l'expérience. La connaissance des nombres est celle de la Renaissance, illustrée à travers cette pièce. Ce que nous avons vu ce soir, qui nous a montré à suffisance quelle est l'importance de l'esprit dans nos civilisations. Puisque d'abord, ça commence par une modernité sans faille qui nous plonge un petit peu dans l'univers et dans la cosmogonie qui signifie simplement la relation qui existe de manière très étroite entre les 3 sages, les 3 femmes sages comme ils les appellent, qui créent la lune, qui créent le soleil et qui créent les étoiles. Membre des communautés Serer, Wolof et Mandeng, Lamine Sonko a développé le projet durant 6 ans. Il a bénéficié du soutien de partenaires venus d'Australie, pays qui va accueillir la première mondiale en 2025. Place à présent à la rubrique découverte. Elle nous mène au Centre culturel Blaise Senghor, un véritable carrefour de la diversité culturelle sénégalaise. Elle accueille depuis 1972
Artiste et passionné de culture, le centre qui porte le nom du grand cinéaste Blaise Senghor, pionnier de l'immortalisation du Grand Magal de Touba, continue de nourrir et d'inspirer le monde de l'art. Mansour Dieng et Marie Mbiramba ont fait un tour au centre Blaise Senghor. Reportage. Une fresque à l'honneur de Oumar Ndao, figure emblématique de la culture urbaine de Dakar. Elle est l'œuvre de l'artiste Docta. Nous sommes sur l'avenue Dial Diop, plus précisément au centre culturel Blaise Senghor. Ces murs abritent les créations de plusieurs artistes. Ils offrent plusieurs espaces pour la promotion des expressions culturelles. Situé au cœur de la capitale, le centre culturel régional Blaise Senghor est en charge de la mise en œuvre de la politique culturelle de l'État à Dakar. Nous avons au niveau du centre culturel des secteurs qui sont assez développés ici. Donc la danse qui se développe très bien ici, la musique qui se développe très bien ici, le théâtre qui se développe très bien ici. La spécificité du centre culturel régional de Dakar, c'est un centre aussi qui accepte les autres artistes qui n'ont pas ce que nous avons et qui viennent nous voir et qu'on accompagne. Nous avons dans son atelier des jeunes prometteurs et qui sont dans les arts. Si je nomme Polo, qui est un styliste de renommée internationale. Et nous avons aussi l'association Kaifetch. Le bâtiment accueille en permanence des entrepreneurs culturels. Une collaboration sous forme de partenariat public-privé. On a accès aux équipements, on a accès à l'infrastructure, on a accès au public. Donc vraiment, c'est un atout d'être dans le centre et de travailler en partenariat. Dans le cadre des danses urbaines que nous menons depuis 2005, le centre culturel Blaise Senghor, bien sûr, a accueilli plusieurs éditions du Battle national. D'autres nouent des partenariats de façon ponctuelle avec le centre. C'est le cas du festivalier Doudou Sarr. C'est un bijou qu'on a ici, à qui il faut donner de la vie, du contenu en tant qu'acteur culturel. C'est là où tout se passe. Il y a un foisonnement, donc il faut venir et se positionner comme acteur pour organiser, créer des événements dans cet espace qui est un superbe espace de la ville de Dakar. Un bijou qui dispose de plusieurs salles et esplanades pour la promotion des expressions culturelles. Nous avons au niveau du centre un studio. C'est un studio de répétition qui accueille aussi le monde de la musique. Et son histoire quand même est une histoire alléchante parce que c'est beaucoup d'artistes qui sont passés par là et qui ont un nom maintenant. Si vous citez Kumba Gawlo, voilà, vous pouvez citer Daraji, vous pouvez citer des grands noms de la musique qui viennent répéter jusque-là. Nous avons une salle de spectacle qui a une capacité de 300 à 500 personnes. Nous avons une salle d'exposition. Nous avons une esplanade et nous avons 2 patios. Quand on parle d'un centre culturel, on ne se limite pas seulement à l'artistique. Il faut aller au-delà parce que rendre service à la communauté. Et parmi cette communauté, nous avons des élèves et des étudiants. Il est mis à leur disposition une bibliothèque de 12 000 ouvrages. Ce sont les élèves qui sont beaucoup plus fréquents chez nous. Voilà, ça s'explique parce qu'il n'y a que des écoles tout autour. Plus de 600 élèves qui sont inscrits ici et qui viennent du lundi au vendredi. Sur cette partie du BRT, 2 illustres Blaise se font face sans que l'un ne cache l'autre. Mais qui était cet autre Senghor de la culture? Ce que nous savons de cet homme, c'est qu'il a été quelqu'un qui a connu aussi les grandes instances internationales, où il a participé aussi à porter le nom du Sénégal dans ces grandes instances. Et nous avons un film aussi documentaire qui a été réalisé, où sa grande sœur aussi témoignait de ce qu'il savait de Blaise Senghor, de Dakar à Saint-Louis, où il a fait ses études avant d'arriver dans la métropole parisienne. Dans le cinéma, les gens s'empressent souvent de dire qu'il a été ours d'argent et qu'il a tourné le film Le Grand Magal de Touba. Ayant sous sa tutelle les 5 départements de Dakar, le centre culturel Blaise Senghor est un laboratoire culturel.
Beaucoup d'artistes lui doivent leur notoriété en Afrique et dans le monde. Durant plusieurs décennies, la structure a été témoin de nombre d'événements culturels comme le Festman ou le Fest-Art. Le prochain, ce sont les JOJ 2026 avec le breakdance et autres cultures urbaines. Voilà, c'était un focus sur le centre culturel Blaise Senghor, un pionnier dans la promotion de la culture. Et direction Saint-Louis pour parler sport pétanque. La ville accueille un rassemblement exceptionnel de plus de 200 boulistes venus du Sénégal et d'ailleurs. Entre compétition et convivialité, ces passionnés plaident pour un soutien accru afin de propulser la pétanque sénégalaise sur la scène internationale. Et c'est Abdouad qui nous en parle depuis la vieille ville. Pour ce grand rendez-vous de la pétanque à Saint-Louis, les boulistes ont bien répondu présents. Ils étaient plus de 200 au total, répartis en 71 triplettes. Ces dernières années-là, la pétanque a pris une autre dimension, avec pas mal de clubs au niveau du Sénégal, surtout au niveau de Saint-Louis. Vraiment, à Saint-Louis, on peut citer, pratiquement nous serons à 10 clubs. Et ça se passe bien, les jours, dans chaque quartier, les gens s'adonnent à la pétanque. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, donc ça c'est vraiment bien vulgarisé au niveau de Saint-Louis. Vous avez donc des magistrats, on a des mécaniciens, on a des commerçants, on a toutes sortes de métiers donc, qui sont aux alentours donc, de la pétanque. Et ce qui fait que ça fait plaisir de jouer à la pétanque. Et c'est un sport qui est un petit peu noble, quoi. En plus du Sénégal, ce tournoi international a vu la participation de la France, de la Côte d'Ivoire ou encore de la Mauritanie. Voilà, donc à chaque fois qu'il y a un concours au niveau de Saint-Louis, ou au niveau de Dakar ou des autres villes, nos clubs participent souvent à ce genre de compétition. Donc nous sommes venus ici en une vingtaine de triplettes, donc 60 joueurs. La participation de boulistes étrangers à ce tournoi est l'occasion pour eux de se frotter à ce qui se fait de mieux. On croise d'excellentes équipes. Il y a des champions, il y a des champions du Sénégal, il y a des champions du monde même. Il y a Farah qui est là, qui est avec son équipe. Donc voilà, donc toutes les équipes qui viennent ici, ils améliorent leur performance en qualité de joueurs. Toutefois, ces boulistes sénégalais appellent les autorités à soutenir ce sport qui attire de plus en plus d'adeptes au fil des saisons. Parce qu'on ne peut pas être une discipline comme les autres et ne pas avoir le minimum de moyens pour participer au championnat du monde. Ça, c'est aberrant. Ce n'est pas possible. Nous sommes au Sénégal. Toutes les disciplines se valent. Chacun a choisi sa discipline. Donc, le minimum, on devait l'avoir. On est parti au championnat du monde cette année et là, et en 2018, sans aucun franc. Parce qu'on a vu qu'il n'y a que le football qui a les moyens aujourd'hui au Sénégal. Parce qu'il met le paquet dans le foot, mais il ne met pas le paquet dans la pétanque. Le Sénégal compte près d'une quarantaine de clubs de pétanque. Après la pétanque, parlons golf avec le trophée de Hassan II et la Coupe Mariam qui se poursuivent à Rabat, au Maroc. La deuxième journée chez les dames reste marquée par les performances des Marocains qui font bonne impression et sont actuellement sur le podium en attendant la troisième journée qui sera décisive. Envoyés spéciaux, Papa Laïfaï et Abdelaziz Ban. C'est sous une forte pluie que cette deuxième journée a démarré. Malgré ces conditions climatiques, la compétition s'est poursuivie et les joueurs se sont adaptés à cette situation. Les joueurs ce matin étaient surpris forcément de la météo, même s'ils savaient, ils ont vu, c'est vraiment bien tombé. Donc les départs ont été décalés d'une demi-heure de manière à ce que le parcours soit bien préparé. Et les joueurs sont repartis à l'échauffement, très contents d'aller faire cette deuxième journée de compétition. On est très contents qu'à l'occasion de ce trophée, nous ayons cette pluie bienfaitrice dont on a besoin, vous savez. Et au niveau de la compétition, que ce soit au niveau du trophée Hassan II ou de la Coupe Al-Amrim, le niveau est très bon parce que vous avez les leaders qui jouent largement en dessous du par. Donc malgré ces conditions, ils se sont bien préparés pour cette compétition et on a du très beau spectacle qui est en cours en ce moment. Sur le parcours bleu se tient la Coupe Al-Amrim destinée aux dames. Cette 27e édition reste marquée par la participation de 5 joueuses marocaines. Parmi elles, Nesla Klaesh,
qui est sur une bonne dynamique depuis le début du tournoi. Nous avons la numéro 1 et la numéro 3 de l'ordre de mérite de 2023, avec des grands noms du golf comme Anne Van Damme, Nouria Outurios, Maria Fassi qui nous vient des États-Unis. Et à côté de ces championnes, nous avons 5 Marocaines qui participent, et donc 5 Africaines. Inès Dioui qui évolue déjà sur le circuit Ladies European Tour, Malek Barada et Lina Belmati qui sont sur le LETAS, la deuxième division européenne, et qui ont reçu des invitations de la part de la Fédération royale marocaine de golf, et une jeune joueuse amateur de 14 ans, Sofia Skrali, qui avait déjà fait cette compétition l'année dernière, qui avait fait un excellent résultat et qui vient encore une fois avec l'espoir de reproduire la même performance que l'année dernière. Nous espérons vraiment que la joueuse marocaine continuera à être sur les plus hautes marches pour que demain, puis qui sera la journée décisive, elle puisse pourquoi pas réaliser l'exploit de gagner ce tournoi chez elle, au Maroc. Chez les dames, cette journée a été âprement disputée avec le Mexique, la France et le Maroc qui sont en tête. Et chez les hommes, la Corée, le Mexique et les États-Unis mènent la danse en attendant la troisième journée qui s'annonce décisive.